Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle webconférence organisée par VK en partenariat avec AFNOR Certification sur le thème Démarche qualité, un outil de participation, de performance et de management. Alors pourquoi ce sujet? Pourquoi ces trois mots? Participation, parce que la mise en place d'une démarche qualité nécessite un réel investissement humain et qu'elle est l'affaire de tous. Il s'agit donc d'une démarche hautement participative. Performance, parce qu'elle permet par ailleurs effectivement d'améliorer la performance des organisations, réduire certains des coûts et accroître la satisfaction de ceux pour qui elle travaille, en l'occurrence les citoyens. Management, enfin, car elle peut être un véritable outil de management permettant aux agents de retrouver ou de trouver un intérêt pour leur propre travail. Il faut pour cela qu'elle ne soit pas une fin en soi, et son succès réside dans sa pérennité et le développement d'une démarche d'amélioration continue. Grâce à un expert reconnu des démarches d'amélioration de l'expérience client, ou usager en l'occurrence, et la transformation des organisations, et l'expérience d'un DGS de commune, nous démontrerons l'intérêt de mettre en place une telle démarche et l'intérêt qu'elle soit accompagnée par AFNOR Certification. La mission d'AFNOR Certification est précisément de concevoir et de réaliser des prestations de certification et d'évaluation volontaire visant à améliorer et valoriser les performances des organisations, privées comme publiques, car AFNOR Certification accompagne différents acteurs du secteur public depuis 20 ans. Ces équipes interviennent pour évaluer des référentiels, qu'ils soient sous l'égide d'une de ces marques ou propriété de l'État. Et si les prestations demandées par les collectivités territoriales et les administrations portent essentiellement sur la qualité de l'accueil et la performance organisationnelle, tout cela n'est pas exclusif. D'autres domaines tels que la diversité, l'égalité hommes-femmes, l'attractivité territoriale sont leurs préoccupations. Nous aurons d'ailleurs le plaisir d'entendre au cours de cette webconférence Violaine Trajan, responsable thématique secteur public chez AFNOR Certification. Mais je souhaite dès à présent vous présenter nos deux intervenants. Xavier Kiraeman nous fera profiter de son expertise acquise au sein du groupe La Poste, de la Banque Postale et de la Mutuelle Générale. Membre de la Commission nationale des services, il a été président ou administrateur de nombreuses associations, parmi lesquelles je citerai l'Association française de la relation client et Esprit de service France. Il a reçu le trophée hors norme 2016 de l'AFNOR, il est conférencier et auteur. Et je dirais que son intervention tournera autour d'un credo dans l'économie du service, c'est l'expérience qui fait la valeur. Vous nous expliquerez également ce que sont ces trois excellences, opérationnelles, relationnelles et managériales. Vous nous parlerez de l'exemple de la transformation des 2000 plus gros bureaux de poste. Quels sont les attendus d'un nouveau manager? Quels sont les facteurs clés d'un succès de transformation? Sylvain Hortebise, vous êtes DGS de la ville de Blois, ville dont vous avez été DGA avant, proximité, prévention, politique de la ville, solidarité. Et vous étiez précédemment directeur puis DGAS de la ville de Beauvais. Vous nous parlerez de l'expérience de Blois et du CIAS de Blois, CIAS blésois. Depuis 2012, les services de la ville de Blois sont inscrits dans la démarche de certification Qualiville. En 2017, le CIAS de Blois a rejoint la démarche qualité avec la certification Accueil Service Public Local. Avec vous, nous essaierons de comprendre comment s'améliorer, se moderniser, progresser en lançant une démarche qualité. Comment une telle démarche permet d'améliorer et d'adapter en permanence les services aux besoins exprimés par les usagers? Comment permet-elle de valoriser la qualité du travail accompli par les agents? Et moi-même, je m'appelle Hugues Périnet, je suis journaliste et coach en management. Au cours de cette webconférence, vous pourrez poser vos questions via la fenêtre questions que vous pourrez voir dans l'interface GoToWebinar sur la droite de votre écran. Nos intervenants feront leur possible pour vous répondre pendant ou à l'issue de leur intervention. Restez donc bien connectés. Enfin, cette conférence donnera lieu à un enregistrement qui sera mis en ligne et dont le lien vous sera envoyé par mail dans les jours à venir. Mais je vous propose que nous commencions tout de suite en vous passant directement la parole, Xavier Kiraeman. Merci, bonjour à chacune et chacun. Moi, je suis ravi de pouvoir échanger sur, en effet, ce sujet de passion et cette conviction que la transformation dans le monde d'aujourd'hui est absolument indispensable. La grande différence entre l'adaptation et la transformation, c'est que tous les organismes vivants, toutes les entreprises, toutes les administrations doivent toujours s'adapter, mais on est dans un moment qui est un vrai moment d'accélération et donc il faut aller au-delà.
Et pour arriver à aller chercher cette excellence qu'on attend tous, il faut en particulier pouvoir emmener tous les collaborateurs des organisations. Donc, c'est en ce sens que le sujet qui nous emmène de la qualité au management est si important. Alors, en effet, je pense que pour poser les bases de notre échange, j'ai essayé de rassembler finalement les mots qu'on entend tous aujourd'hui, qui sont finalement les mots les plus forts, qui traduisent donc l'évolution de notre environnement, et en particulier finalement dans ce monde qui s'accélère, dans ce monde compliqué, faites simple. Donc ça, c'est une première chose qui est quand même attendue. J'aime à rappeler, ce que je faisais aussi auprès des guichetiers, c'est que ce soit des clients ou des usagers, en fait, on est tous clients usagers, et donc finalement, on doit se dire, moi, est-ce que j'accepterais de subir ce process? Le mot subir a du sens. Est-ce que j'accepterais de vivre une mauvaise expérience? Et ce qui rend les choses difficiles, c'est qu'aujourd'hui, on a la possibilité de comparer en permanence les expériences. Et donc, en fait, si on en vit une très bien, alors souvent, dans le monde de la relation client, on cite Nespresso, qui est une façon d'accueillir avec un petit café les personnes qui arrivent. Même si cet enjeu d'excellence est bien dans la tête de chacun, du coup, ça veut dire qu'on doit tous faire, en tout cas, tout notre possible, notre maximum pour pouvoir aller chercher cette excellence. Et souvent, ça se traduit déjà par faites simple par rapport à mes besoins. La deuxième chose qui est très forte aujourd'hui, parce que si on veut aller chercher cette excellence, cet effet waouh, évidemment, il faut que les collaborateurs soient engagés. Et donc, il faut trouver pour le manager justement cet enjeu de comment je peux emmener les équipes avec moi sur ces sujets, comment je peux être assuré ou faire mon possible pour qu'elles soient engagées. Or, on sait que toutes les études le montrent que c'est un sujet très important. Aujourd'hui, les acteurs, et notamment les nouvelles générations, s'attendent à un certain nombre de choses, et si elles ne les trouvent pas, peuvent rapidement être démotivées, désengagées. Et alors, pour faire de la qualité de service avec des acteurs désengagés, ça devient particulièrement compliqué. Un autre mot, peut-être, qui est évidemment très important dans l'économie servicielle, c'est de se mettre à la place du client, de l'usager, de se mettre dans ses chaussures, de garder ses lunettes clients toute la journée. Et donc, c'est de faire les parcours clients. On parle aussi de parcours patient, on parle de parcours usager, parcours citoyen. Et en fait, c'est simplement de se dire, moi, quand je fais ce parcours avec l'organisme, l'organisation, l'administration, j'ai dans cette relation qui est multicanal, c'est pas simplement le face-à-face, c'est aussi au téléphone, c'est aussi sur le site Internet, eh bien, j'ai des moments de vérité, c'est-à-dire là, il faut qu'il soit en face, il faut qu'il soit véritablement présent, parce que c'est là où je les attends le plus. Alors, j'aime souvent citer les assureurs avec qui on a a priori une relation lointaine pendant longtemps, et puis le jour où on a besoin d'eux, c'est le moment de vérité. Est-ce qu'ils sauront prendre en charge? Est-ce qu'ils sauront m'apporter une réponse personnalisée? Surtout qu'un assureur, en plus, quand on a besoin de lui, on est dans une inquiétude en général. Absolument. On a besoin, en effet, de se sentir pris en charge. Et c'est pour ça que, en fait, dans tous nos sujets, on se dit, bon, alors, qu'est-ce qui est attendu? C'est de la considération. Je ne suis pas un numéro parmi d'autres. J'attends une réponse personnalisée. Et souvent, d'ailleurs, on parle aujourd'hui non plus de services ou de produits, mais de solutions. Et j'attends qu'on vienne avec moi coproduire, co-créer la solution qui va me permettre d'aller chercher justement ce que je cherche, et tout ça dans un univers le plus simple possible. Deux petites questions sur le mot figital. Oui. Et puis l'autre, waouh, qui est quoi? Une notion d'enchantement? Alors le waouh, c'est le mot qui est devenu célèbre en effet pour dire derrière l'excellence de service, je suis enchanté par la prestation. Ça veut dire quand même derrière qu'il
ils sont même allés au-delà de ce que je pensais. C'est-à-dire vraiment, j'ai été enchanté. Et c'est aussi la grande différence entre l'économie industrielle et l'économie de service. C'est que pour être enchanté, je ne me contente pas d'avoir simplement, j'ai eu le produit que je voulais, j'ai eu un petit peu plus autour. C'est ça qui va faire que dans ma tête, je me dis vraiment, ils se sont décarcassés pour moi. Et alors, donc, je reviendrai. Et donc, je reviendrai. Et donc, je vais recommander à mes amis sur les réseaux sociaux. C'est tout l'enjeu de ce qu'on appelle le NPS, qui est justement cette façon de mesurer ma volonté ou mon envie de recommander une organisation par rapport à une expérience. Et c'est tout l'enjeu par rapport à la Poste ou l'enjeu par rapport aux administrations, c'est qu'en effet, les usagers s'attendent à vivre la même chose que chez le boulanger, chez le docteur ou chez l'entreprise Nespresso du coin. Et alors, Figital, c'est un mot qui est très, très important, qui est né aussi récemment, qui est cette façon de dire que pour réussir l'excellence du service, je dois à la fois faire travailler ensemble le canal du face-à-face, le physique, et puis le canal du numérique, le canal du digital. Et c'est parce que je marie le mieux possible ces deux enjeux que je peux réussir ma relation. Très bien. Alors, ce schéma qui évoque les trois excellences dont je parlais dans l'introduction, vous me disiez quand on préparait cette webconférence que cela représente d'une certaine manière un petit peu votre expérience personnelle. Oui, tout à fait. Moi, j'aime bien dire comme ça, je suis né en qualité, en 2001, à l'époque, j'étais au cabinet du président de la Poste et j'ai été nommé directeur qualité des services financiers de la Poste. Et puis ensuite, je suis devenu le directeur qualité du réseau des bureaux de poste et puis le directeur qualité du groupe La Poste. Et tout ce travail en qualité que j'aime beaucoup parce que c'est à la fois très technique et puis une posture personnelle qui est de chercher l'amélioration continue avec tous. La logique de la qualité, c'est quand même le gagnant-gagnant. La logique de la qualité, ça ne veut pas dire je fais tout à n'importe quel prix. Je m'inscris, évidemment, dans un contexte, mais je fais le pari que parce que les usagers, les clients seront satisfaits, du coup, je pourrais me développer. C'est comme ça que je peux faire plaisir aux patrons financiers. Alors, en fait, ce qui est présenté là est à la fois donc le fruit de cette expérience, mais aussi l'échange avec les nombreux acteurs de la qualité, de la relation client, du management, des entreprises et organisations publiques qui sont rassemblées dans l'association Esprit de Service France, avec qui j'ai pu échanger. Et en fait, ce que l'on se dit, c'est que il faut d'abord un socle. C'est-à-dire que si je prends l'exemple des bureaux de poste, si j'avais travaillé uniquement sur le sourire des guichetiers par rapport à un bureau qui n'était pas changé, par rapport à une relation qui était mauvaise, par rapport à des bureaux à forte file d'attente et incivilité, ça n'avait pas grand sens. Donc c'est vrai que la première chose à faire quand même, c'est de pouvoir regarder comment tout cela fonctionne. C'est vraiment l'excellence opérationnelle que l'on connaît depuis longtemps, que j'aime bien résumer par faire bien du premier coup au moindre coût, et qui est la qualité qu'on connaît depuis longtemps, qui est la qualité des processus, de la certification, de la mesure de la qualité réalisée, et qui est quand même le socle pour commencer à avoir en face un client ou un usager qui commence à esquisser son sourire. Mais on l'a dit juste avant, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à ce moment de comparaison, avec toutes les expériences que je peux vivre quand je rentre le soir et que je raconte ma journée, on voit bien que ce qui va faire la différence, qui va faire le fait que je vais dire aux personnes, aux amis, de recommander en effet telle ou telle organisation, c'est que au-delà de l'excellence opérationnelle, au-delà d'avoir eu la prestation, le produit, le service attendu, en fait, j'ai ressenti cette considération. Ils sont venus vers moi, ils m'ont pris en charge, ils m'ont simplifié la vie, ils ne m'ont pas renvoyé de service en service,
Ils ne m'ont pas dit, bah, ça c'est pas moi, rappelez tel numéro. Et donc, j'ai ressenti cette qualité de la relation. Et ce qui fait le charme de ce sujet, c'est que cette relation, elle s'exprime en face à face, mais elle s'exprime aussi au téléphone et elle s'exprime aussi sur les sites Internet. Et donc, pour l'entreprise, pour l'organisation, l'administration, l'enjeu, à partir du moment où on se dit je veux chercher l'excellence relationnelle, cela veut dire que je dois travailler cette excellence, quel que soit le canal, quel que soit le moment, quels que soient les sujets, j'allais dire aussi quels que soient les attendus des personnes, puisque chacun a des attendus différents. Si je suis plutôt un client avec certaines fragilités ou si je suis quelqu'un qui est pressé, évidemment, j'attends des choses différentes et c'est à l'entreprise, à l'organisation, à l'administration de pouvoir le travailler. Et toutes les études ont montré ces dernières années qu'une bonne relation avec le client, l'usager, elle commence par une bonne relation dans l'organisation, dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'on imagine difficilement rendre un bon service au client si dans l'équipe il y a une mauvaise qualité de vie au travail, une mauvaise relation avec le management. Et donc c'est comme ça que tout naturellement on se dit bah, finalement je passe de cette relation avec le client, l'usager, à la relation interne. Par exemple, ce que j'aimais bien dire aussi aux patrons des bureaux de poste qui m'ont accompagné, c'est évidemment, vous ne pouvez pas dire à vos guichetiers d'avoir l'esprit de service avec les clients si vous-même, vous n'avez pas l'esprit de service avec l'équipe. Et qu'est-ce que ça veut dire avoir l'esprit de service? Ça veut justement dire être en soutien. Et c'est ce dernier étage de la pyramide ou de la fusée sur lequel on travaille particulièrement aujourd'hui, qui consiste à dire, bah, si on veut de l'excellence relationnelle, évidemment, ça va dépendre de l'engagement, de la qualité du manager avec son équipe. Et donc, est-ce que c'est un manager qui est plutôt dans le contrôle? Est-ce que c'est un manager qui passe finalement son samedi matin à faire des reportings qui ne seront pas forcément regardés, ou c'est un manager qui est en soutien avec l'équipe dans le bureau de poste à un moment où il y a beaucoup de monde. Donc, ce sujet de l'excellence managériale arrive tout naturellement dans ce chemin qui a démarré sur la qualité, j'allais dire, la plus classique. Alors, les internautes peuvent être surpris peut-être par l'image qui leur apparaît. Ils auront le temps de la regarder dans les détails ensuite, puisque ce sera à leur disposition. En fait, ça représente, je crois, la carcasse d'un bureau de poste et qui a été utilisé comme une base de réflexion du parcours client. Tout à fait. Et alors, ce qui était finalement la force de ce projet, c'est que l'attente dans les bureaux de poste était évidemment un irritant majeur des clients et des usagers. Or, on avait beaucoup travaillé avec le président Jean-Paul Bailly pour créer la Banque Postale. Et un des enjeux de la Banque Postale, c'est de pouvoir faire en sorte que les personnes qui viennent dans le bureau de poste puissent passer voir leur conseiller financier. Mais dans un bureau où vous avez trop de files d'attente, la relation étant dégradée, il y a peu de chances que je puisse avoir des clients qui viennent voir la Banque Postale. Donc l'enjeu est arrivé de façon encore plus évidente qu'autrefois. Et ce que nous avons fait, c'est qu'on n'a pas pensé dans un coin ou avec des personnes extérieures à l'entreprise. On a décidé de faire un pilote avec 40 patrons de bureaux de poste, des bureaux assez compliqués où il y avait beaucoup d'attentes. On est sur des bureaux où vous avez 1000, 1500, 1800 clients par jour qui rentrent dans ces bureaux, et de se dire finalement comment avec vous, guichetier, comme avec vous, patron de bureau de poste, on peut repenser les flux, le service, la relation. Et d'ailleurs, à ce moment-là, on a aussi fait des tables rondes entre les guichetiers et les clients pour que les clients puissent dire directement, les usagers puissent dire directement leurs attendus. Évidemment, c'est beaucoup plus fort que quand c'est le directeur qualité qui arrive du siège. Là, je connais les clients ou les usagers parce que je les vois régulièrement. Ils me disent, je ne comprends pas, vous êtes tous en pause à 16 heures, c'est juste le moment où on sort des écoles, ce serait bien que vous puissiez être en pause à un autre moment. Eh bien, le fait de dire cette chose-là, ça marque et ça entraîne évidemment un certain nombre de mouvements.
L'autre chose, évidemment, qui était particulièrement importante dans ce travail, c'est d'enlever les vitres qui faisaient protection, mais qui surtout empêchaient la relation, et d'arriver à convaincre les acteurs que finalement, en enlevant ces glaces, ces vitres, on faisait le pari que ça allait améliorer la relation et donc baisser les incivilités, ce qui était un sujet très important pour les équipes. Et donc, dans l'intérêt à agir… Alors que les vitres étaient là pour protéger les Alors que là, étaient là pour protéger, voilà. Et donc, de renverser ça, de convaincre aussi les organisations syndicales. Et donc, c'est là où, quand on est dans des projets de transformation, c'est très important de faire des pilotes, de pouvoir tester des choses différentes avant de passer dans une forme de généralisation, de travailler avec les acteurs du quotidien pour voir leur intérêt à agir, d'arriver à identifier que finalement, dans la relation d'autrefois, peu de fierté, et alors que là, je vais être dans quelque chose qui est plus fort. Et donc, vous avez sur ce slide les 10 standards de service qui ont été écrits avec les guichetiers et avec les patrons des bureaux de poste. Qu'est-ce qu'un standard de service? C'est permettre à chacun des guichetiers des 2000 bureaux de poste de savoir ce qu'il doit faire à ce moment-là du parcours client. Qu'est-ce que l'on attend de moi? Voilà. Un client se présente, je vais vers lui. Combien de temps avant d'être servi? Est-ce que le bureau est propre? Est-ce que les automates fonctionnent? Sur un scénario, je viens chercher un colis, comment ça se passe? Et donc de définir le plus précisément possible, sans que ce soit du tout technocratique, l'attendu pour chacun des guichetiers. Je sais ce que je dois faire dans un environnement qui a changé, puisque le bureau, dans le même temps, a bougé. Et évidemment, ce point on serait peut-être resté là si nous n'avions pas mis en même temps l'enjeu de la mesure. Et nous avons donc pratiqué très largement les visiteurs mystères qui sont venus dire 3 fois par mois dans chacun des 2000 bureaux, voilà comment je suis accueilli, voilà mon temps d'attente, je constate que tout le monde était mobilisé, voilà, sur chacun des standards de service. Et évidemment, ce qui est très important et ce sur quoi je veux insister, c'est que c'est surtout pas une mesure sanction. C'est une mesure qui est là pour dire, ben, voilà où vous en êtes sur vos chemins de transformation, d'amélioration. Et s'il y a des points, s'il y a des jours, s'il y a des moments compliqués, on va regarder avec vous comment on peut lever ces points compliqués. Jamais laisser évidemment l'opérationnel seul face à quelque chose qui est identifié comme essentiel, mais en lui disant, ben, maintenant, débrouille-toi. Et puis un petit mot, bien sûr, sur la certification. Sur la certification, c'est quelque chose qui était impossible dans le cadre de la qualité des bureaux de poste d'autrefois. C'était impossible aussi parce que jamais les acteurs auraient voulu y aller. Or, on a réussi à présenter la certification comme une étape du chemin. À partir du moment où mes visiteurs mystères disent pendant 3 mois que tous les standards de service sont au vert, alors je me sens avoir envie d'aller sur la certification de service. Donc, on a fait un référentiel avec l'AFNOR et avec les associations de consommateurs basé sur les standards de service et qui a permis de certifier 1500 bureaux de poste. Très bien. Alors, petite étape pendant laquelle nous, on va vous poser une question, vous internautes. Cette question a l'air simple comme ça, mais on sera peut-être surpris par la réponse. Votre collectivité a-t-elle déjà entrepris une démarche qualité? Vous répondez par oui ou par non. Et nous publierons les résultats de ce sondage dans quelques instants. Étape suivante, alors il va falloir qu'on gagne un petit peu de temps, parce que le temps passe très vite. Vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est en fait comment est-ce qu'on passe du process à la personne, quoi. C'est quel piège et comment le mesurer. C'est donc au cœur de notre économie servicielle. Et ce qui est tout à fait intéressant, voire fascinant, c'est de voir que finalement toutes les organisations ont identifié cet enjeu des attitudes de service, de l'intelligence émotionnelle, des soft skills, comme étant clés pour pouvoir être perçu comme une entreprise, une organisation qui est bien dans cette démarche de transformation pour aller chercher une belle expérience. Et donc, chacun a travaillé sur des référentiels d'attitude qui doivent être le plus, j'allais dire, de la vie. Évidemment, ce n'est pas un script que j'appliquerai sans le vivre vraiment. Et on voit que, au-delà du travail sur des organismes de formation et des formations, il a fallu aussi travailler sur comment finalement je mesure la qualité d'un sourire, comment j'arrive à mesurer un engagement. Donc c'est tout cet enjeu des nouveaux dispositifs de mesure.
Alors, on a les éléments, déjà la réponse du sondage, donc, qui sont quand même fort intéressants. C'est que parmi les internautes qui ont répondu, donc les collectivités qui ont ou qui n'ont pas mis en place une démarche qualité, 40% des collectivités n'ont pas mis en place une démarche qualité. Donc, du travail. Donc, cette webconférence est bienvenue. Alors, on l'évoquait tout à l'heure, et un des sujets centraux, c'est les attentes des collaborateurs à l'égard du manager. Alors, de la participation, de la performance, mais quelle est la place du manager dans le process? Alors, nos managers de proximité sont effectivement au cœur de ce sujet de transformation. Ils voient bien que les clients ou les collaborateurs, à travers les réseaux sociaux, à travers Internet, peuvent avoir une information différemment. Or, souvent, la posture du manager était liée à son savoir en termes d'information et de capacité ou pas à délivrer cette information. Donc aujourd'hui, j'attends de mon chef, de mon manager, une autre manière d'être, de travailler en particulier sur la transversalité et ne pas décider sans me consulter, comme les clients tout à l'heure. On retrouve vraiment cette symétrie entre les attendus des clients et des collaborateurs. Et donc, j'ai mis sur ce slide finalement ce que j'attends, moi, collaborateur de mon manager. C'est quelqu'un qui est exemplaire, c'est-à-dire c'est bien quelqu'un qui va traduire dans le quotidien les mots qu'on a pu employer jusqu'à présent. Donc, je suis bien avec l'équipe, je suis bien au contact. Et en fait, ce dont on se rend compte très vite, c'est que dans l'organisation, ce qui nous empêche d'aller chercher l'excellence, c'est un certain nombre de process ou de points bloquants. Et ce qui crée beaucoup de désengagement des équipes, c'est, je leur ai dit 100 fois, il ne faut rien, bon, bah tant pis. Et donc, c'est de travailler spécifiquement, comme on l'a fait pour les clients, sur les irritants des clients et de travailler sur les irritants des collaborateurs et d'être concret et dans la preuve pour dire, eh bien, cet irritant-là, on va le travailler. Alors, par exemple, dans les bureaux de poste, il y avait un grand nombre de codes pour entrer dans toutes les applications informatiques. Et donc, le COMEX du réseau des bureaux de poste a pris un engagement sous 6 mois de pouvoir résoudre ce problème. Et puis, peut-être dire en effet que ce qui ressort, c'est que finalement, ce que j'attends du manager, c'est qu'il mette l'équipe en situation de réussir. Moi, j'ai vu aucun guichetier qui n'avait pas envie de réussir la relation de service. Simplement, il était mis dans une organisation, dans un process. En plus, quand l'environnement réglementaire est important, hein, comme par exemple celui de la banque, bon, ben, je ne suis pas tellement incité à sortir de mon process parce que j'ai peur de faire prendre un risque. Et donc, le manager, son rôle premier est de mettre l'équipe en situation de réussir, de lui redonner le sens, les outils et la formation nécessaires, et dans un esprit de bienveillance, car toutes les études ont montré aussi le lien entre la qualité de vie au travail et la qualité de la relation avec le client. On a l'impression, en vous écoutant, qu'une des solutions et la conséquence d'une politique d'une qualité, c'est que finalement d'arriver à la bonne personne au bon moment, à la bonne place. Et peut-être que c'est un petit peu lié. Mais pour y arriver, quels sont les facteurs clés alors de ce succès? Moi, je crois qu'il faut que chacun ait bien en tête qu'une transformation, qu'un chemin d'amélioration vers l'excellence est forcément un chemin long, que c'est jamais gagné. Et donc, je souhaite toujours terminer en rappelant la chance que j'ai eue de travailler avec le président Jean-Paul Bailly, puisqu'en fait, c'est sur la durée que nous avons pu lancer et travailler ce projet. Donc, pendant 4 années, on a transformé 2000 des plus gros bureaux de poste. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il faut une volonté politique forte. Il faut une volonté politique forte. Il faut que les acteurs se sentent soutenus, j'allais dire protégés. Et puis aussi, il faut qu'il n'y ait pas une multitude de projets à conduire. C'est-à-dire que si c'est un projet parmi d'autres, on peut être sûr que le directeur de l'informatique, la DRH, va dire, bon, ben moi, mon projet, il est plus important que celui-là. Et tout l'enjeu, c'est donc de dire, c'est le projet de l'organisation parce que c'est celui-là qui va nous permettre d'aller chercher quelque chose de fort en termes d'image, de développement, de reconnaissance avec les agents. Et donc, c'est forcément quelque chose qui doit être travaillé sur la durée.
Toujours être en soutien, en effet, des opérationnels. Il ne suffit pas de décrire dans un coin une politique qualité et puis dire bah, maintenant les amis, vous l'appliquez. On avait une petite équipe, nous, qui était en permanence auprès des patrons des bureaux de poste pour les aider à déployer les standards de service, la certification, la mesure. Juste, on va bientôt passer la parole à monsieur Hurtebise, mais juste une ou deux questions qui nous sont posées. La première, c'est est-ce qu'il y a, c'est une question large, hein, est-ce qu'il y a un moyen d'avoir une estimation du retour sur investissement, si je puis dire, d'une politique qualité? Et puis la seconde, c'est, vous avez été directeur de la qualité, enfin, je ne sais pas le titre exact, mais enfin, c'était ça. Est-ce que, c'est un petit peu la question est liée aux personnes qui sont directeurs de l'innovation dans une entreprise, quoi. Est-ce que le risque, quand on a un directeur de la qualité, un directeur d'innovation, c'est qu'on se dise, bah, c'est lui qui s'occupe de la qualité et pas moi, quoi. Donc, voilà, deux courtes réponses à ces questions, parce que malheureusement, le temps passe très vite. Ouais, c'est sûr que quand on lance des grands projets comme ça, sur la durée, on est particulièrement regardé par le patron et par le directeur financier. Moi, j'aime souvent rappeler qu'en termes d'image, le fait d'avoir transformé nos bureaux de poste a été sans prix au regard de toutes les opérations de communication qu'on aurait pu faire, puisque en fait, les clients, les usagers ont pu vivre cette transformation et avec des taux de satisfaction très importants. Nous avions fixé comme standard de service une satisfaction de 95% en sortie de bureau de poste, ce que nous avons réussi à atteindre dans la plupart des bureaux de poste, tout en sachant que, évidemment, la situation ensuite, il y a de multiples facteurs pour faire évoluer cette situation et que, encore une fois, c'est jamais gagné. C'est vrai que le coût des visiteurs mystères est quelque chose qui a été important, mais on a considéré que si on ne faisait pas cette mesure de façon impartiale, on ne pourrait pas venir nourrir finalement notre projet. Enfin, en termes de développement, j'allais dire commercial, cette transformation des bureaux de poste a permis de faire venir plus de clients à la banque postale et nous a permis aussi de lancer les téléphones mobiles dans les bureaux de poste et donc de donner aux agents des bureaux de poste une preuve que ce projet est aussi pour eux puisqu'ils pouvaient avoir un rôle plus valorisant dans le cadre de cette transformation, en étant plus sur le conseil vers la banque ou le conseil vers le téléphone. Okay. Un mot peut-être de l'ouvrage que vous avez commis, l'esprit de service, en conclusion. Voilà, alors j'ai essayé de reprendre ce que je vous ai présenté rapidement dans cet ouvrage, qui est nourri de ce travail à la Poste, mais aussi de ces échanges avec les entreprises qui font partie de l'association. Et avec toutes ces personnes, on a co-construit un modèle de la transformation, c'est-à-dire en fait les points clés à avoir en tête quand on veut conduire une transformation et en particulier cette recherche de la qualité de l'expérience client et de l'engagement des collaborateurs. Donc en fait c'est un chemin qui n'est jamais terminé, mais évidemment on est plus sûr d'y arriver si en termes d'attitude l'ensemble des acteurs de l'entreprise travaillent ensemble à un projet qui est d'aller chercher cette excellence de service. Merci Xavier Kérément pour toutes ces informations. Sylvain Hurtebise, on va vous passer la parole donc sur la démarche qualité de la ville et du CIAS. Simplement parce que nous allons, comme nous sommes tous en direct, nous avons un léger problème de son, non pas que les internautes soient pénalisés, mais on va vous écouter sans que je puisse beaucoup vous interrompre pendant le début de votre intervention. Donc, ne vous étonnez pas si je ne vous pose pas de questions et nous vous écoutons avec intérêt. Très bien, merci Hugues pour votre invitation. Bonjour à toutes et tous. Alors peut-être juste pour démarrer quelques éléments sur mon profil. Alors j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt Xavier. Alors moi, contrairement à lui, je suis pas un spécialiste en fait de la qualité. Je vais juste essayer de vous apporter mon modeste témoignage sur l'application de ces démarches sur notamment notre collectivité. Ensuite, je suis ni un pro ni un anti-qualité et je vais m'efforcer d'avoir une lecture un peu objective
sur cette démarche, en sachant que l'intérêt peut-être pour vous, c'est que on a développé depuis quelques années la qualité ou des démarches qualité au sein de la ville de Blois, et que on commence à avoir un peu de recul, et j'ai eu la chance pour le coup à la fois de porter l'élaboration de ces démarches et puis surtout de les voir vivre un peu dans les services de la ville et du centre intercommunal d'action sociale. Alors juste quelques mots sur Blois. Donc Blois, c'est une ville moyenne de 48 000 habitants, qui est placée évidemment en centre Val-de-Loire, juste entre Orléans et Tours. On est dans une organisation complètement mutualisée en fait avec l'agglomération, qui regroupe aujourd'hui 43 communes. L'ensemble des services en fait de la ville, de l'agglomération et du CIS compte 1700 agents, et donc aujourd'hui on en a une petite partie qui est concernée par ces démarches qualité. Alors il y a vraiment eu deux étapes dans notre approche qualité. La première a concerné en effet la ville avant tout, puisque on est certifié depuis 2012. Il y a eu un temps de préparation qui a été relativement long, quasiment pendant 2 ans, avec un axe, en tout cas une motivation première qui rejoint bien, je trouve, le propos, en tout cas le propos de Xavier tout à l'heure, sur l'usager. C'est-à-dire que la commande politique, elle est avant tout tournée vers l'usager et la satisfaction du service. C'est vraiment ça qui nous met j'ai envie de dire, le pied à l'étrier, et on a développé à partir de ça ensuite toute une démarche managériale sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir. Donc 2012, ville de Blois. 2017, donc 5 années après, on élargit le périmètre et on s'intéresse notamment au volet CIAS, notre centre intercommunal d'action sociale. Alors sur la ville, c'était la diapo précédente, du coup les diapos défilent relativement vite. C'était la diapo précédente sur notamment, donc en effet, on a 38 agents qui sont aujourd'hui impliqués dans la démarche. Donc vous vous rendez compte que on est en effet sur un petit périmètre. En revanche, j'ai envie de dire que ce sont des périmètres clés, puisque c'est l'ensemble de nos portes d'entrée en fait des usagers. Donc vous trouverez, je crois, vous aviez la liste juste avant avec tout ce qui relève de l'état civil, les formalités administratives. Alors ce qu'on appelle le pôle accueil, c'est le pôle accueil en fait général, et puis le guichet unique, c'est-à-dire toutes les prestations qui relèvent en fait du volet éducatif, petite enfance, éducation scolaire, périscolaire. Donc c'est aussi au travers de ces accueils-là que passe la grande majorité de nos usagers, et donc c'est bien aussi en ça que cette identification de services, le périmètre est en parfaite adéquation avec la volonté politique forte de nos exécutifs, qui était avant tout de tourner cette démarche vers l'usager. Alors autour des agents d'accueil, on a évidemment une organisation spécifique qu'on a développée au fil des années, avec des animateurs qualité, avec un directeur notamment qualité, avec des responsables de service qui sont directement impliqués, mais qui ne sont pas forcément les référents qualité, puisque l'idée c'est aussi évidemment dans ce type de démarche, Xavier l'a bien développé tout à l'heure, mais d'avoir des regards croisés un peu sur notamment l'intérêt. Et puis je pense qu'il y a aussi un véritable enjeu de transversalité que vous aurez aussi compris dans le propos développé préalablement, qui passe par notamment un portage qui doit être un portage le plus objectif possible. Alors nous on a fait un choix en fait de confier la direction en fait de la qualité au conseil de gestion. Alors ça peut paraître curieux parce qu'on associe quelquefois le conseil de gestion à des conseillers plus sur la rationalisation des services, mais en même temps c'est une cellule qui est rattachée directement à la direction générale, qui a un regard, j'ai envie de dire, transversal sur la vie de la collectivité, qui peut aussi avoir un regard très très critique, et il y a une vraie plus-value dans les échanges entre les directeurs de service, les agents et ce conseil de gestion. Donc pour moi, c'était aussi un garde-fou quant à l'objectivité de cette démarche. Donc dans l'histoire de notre démarche qualité, on a développé
satisfait du développement de la démarche. Alors pourquoi satisfait? Parce que il y a eu une véritable appropriation en interne par les agents au fil des ans. Il y a eu aussi ça a quelquefois été considéré comme une bulle d'oxygène, hein. Évidemment, alors tout à l'heure, nous on les appelle pas les guichetiers, contrairement en effet au groupe La Poste, mais il y a quand même un peu de ça, hein. C'est-à-dire qu'on a des agents qui démarrent le matin face à l'usager et qui terminent le soir face à l'usager. Donc la démarche pour eux, ça a aussi été une véritable opportunité de prendre du recul vis-à-vis notamment de leur métier et d'avoir des espaces de dialogue pour échanger sur l'organisation du service, pour échanger sur le savoir-être vis-à-vis de l'usager et pour échanger entre pôles d'accueil sur la manière d'accueillir. Donc du côté, on s'est assez vite rendu compte que du côté de l'agent, c'était plutôt une réussite et ça permettait vraiment une prise de recul qu'on n'avait pas réussi avec d'autres démarches préalablement. Monsieur Ortebise, là on a une connexion qui s'est un petit peu rétablie. Comme le temps passe très très vite, est-ce qu'on peut avancer sur les parties outils de participation, outils de management et outils de performance? Parce que c'est pour laisser la place aux questions. Très bien. Alors sur le volet, en effet, participation, les choses se sont faites dans le temps. C'est-à-dire que, évidemment, au départ, c'est une démarche descendante, avec une commande politique reprise par la direction générale et donc une démarche un peu subie par les agents. Donc j'ai envie de dire qu'il y a un enjeu un peu de participation imposée. Et puis au fil du temps, au travers notamment la relation qui s'est un peu imposée en fait avec l'usager, au travers les enquêtes mystères, au travers les enquêtes de satisfaction, au travers également tout ce qu'on a pu développer avec notamment la mise en place de fiches réclamation. Il y a eu un caractère très opérationnel en fait par cette démarche qualité qui a vraiment facilité l'appropriation et qui a permis des échanges directs sur cette démarche qualité entre les agents eux-mêmes, entre les usagers et les agents, entre les agents et la hiérarchie, entre les agents et les élus, entre la hiérarchie et les élus, et même entre les usagers et les élus. Pour le coup, tous les regards se sont un peu croisés et on a eu une forme, en gros, une sorte de démarche qualité qui s'est incarnée dans le dialogue. Voilà. Alors c'est en effet comme ça qu'on l'a qualifié. Vous avez cet organigramme là qui parle de dialogue constructif, mais on a vraiment senti au fil des années en fait cette appropriation collective de l'usager à l'élu. Et ça a plutôt été vraiment vecteur de co-construction et vecteur d'échanges réguliers au sein du service. Donc pour les 40, puisque vous présentiez tout à l'heure le sondage, pour les 40% d'internautes qui n'ont pas engagé la démarche qualité, il y a un vrai plus à un moment donné dans la mise en place de ce type de démarche, dans la relation à l'usager et dans la relation entre les agents et notamment la direction. Alors, il faut la faire vivre. Il faut la faire vivre, hein, cette démarche de participation. Et c'est vrai que dans cette slide que vous avez sous les yeux, nous, on insiste aussi beaucoup sur la question de la communication. Parce qu'évidemment, c'est une démarche qui peut quelquefois apparaître comme lourde de contraintes, au travers, entre guillemets, son rythme, hein, puisque entre les audits internes, les audits externes, les différents temps d'enquête, quelquefois les agents ont aussi envie de souffler et se détacheraient bien quelquefois de la démarche. Donc il y a aussi pour nous un enjeu de communication régulièrement, de valorisation. Quand je dis communication, c'est pas faire l'apologie forcément de la démarche qualité, mais c'est aussi une communication interne qui va être basée sur les plus et les moins et le système d'amélioration un peu constant, à la fois du service, mais également de l'animation de cette démarche qualité en interne. Et là-dessus, on laisse le plus possible la parole à nos agents de manière à ce qu'elle soit le moins subie possible et qu'ils restent acteurs de l'évolution de cette démarche en interne. Alors, il y a plusieurs questions qui nous arrivent. Je les regrouperai à la fin de votre intervention. Je suis désolé de vous relancer là-dessus. Entre-temps, il y a une question que nous posons à nos internautes. Pensez-vous que la démarche qualité est un outil sur le management? Qui nous fait? Réponse oui ou réponse non. Et nous vous donnerons les résultats de ce sondage. Cette question qui amène donc la partie sur la démarche qualité, outil de management. Vous l'avez vécu, vous, à Blois.
Alors, ça a été pour ma part, en tout cas dans le portage, ma première conviction qu'il fallait utiliser la démarche qualité comme un outil en effet de management. Euh, on a mis un peu de temps, vraiment, je pense à en sentir les effets bénéfiques, aussi parce que encore une fois, c'était pas forcément une démarche ascendante. Pour autant, aujourd'hui, je trouve que ce graphique est bien fait parce qu'il illustre assez bien les effets très positifs en matière de management. On en a fait une forme de signature managériale au travers notamment la question du décloisonnement. Lorsque vous avez un périmètre sur un service, vous développez votre management et la démarche qualité au sein de ce service. Lorsque vous avez évidemment plusieurs services concernés, vous en faites une forme de tronc commun, une convergence managériale et vous facilitez l'harmonisation de la pratique managériale. Et que lorsqu'on a élargi le périmètre, entre notamment la ville et le CIAS en 2017, ça, on l'a senti de manière très forte, c'est-à-dire en créant des collectifs à un moment donné de cadres autour de la démarche qualité, de manière à ce que la pratique, qui était une pratique plus participative, développée au sein notamment de notre périmètre ville, tout ce qui relevait de la vie civile, puisse profiter au CIAS. Et là, il y a une sorte d'émulsion, hein, vraiment, qui s'est développée au sein de cet encadrement pour échanger sur la pratique. Ça oblige aussi les cadres, cette démarche qualité, à avoir une lecture de leur service un peu décalée. Aussi dans la prise de recul, dans la relation à l'usager, dans les outils hein, qui sont proposés par la démarche qualité. J'en ai pas beaucoup parlé, mais on a évidemment un certain nombre de référentiels qui obligent à une forme d'exhaustivité le cadre sur la lecture qu'il va avoir du fonctionnement de son service. Et ça, c'est également un vrai plus. Le droit à l'expérimentation, voilà, nous on l'a aussi toujours présenté comme ça, avec cet enjeu de se dire la qualité c'est vivant, c'est adapté au service, le service il évolue et à ce titre-là la démarche qualité elle doit évoluer et on se doit à un moment donné de pouvoir expérimenter l'agencement de nos accueils, pouvoir expérimenter nos rythmes de travail, pouvoir expérimenter notre organisation, pouvoir expérimenter des nouveaux outils en interne. Et on a aussi lié, j'ai envie de dire, la démarche qualité à la question à la problématique de l'innovation et de l'expérimentation. Le dernier point en termes managériels sur lequel je voudrais insister, c'est la question du changement, hein, puisque en effet, nous collectivités, on est soumis à un certain nombre de contraintes, en particulier financières, ce qui nous oblige évidemment à adapter, alors à la fois le niveau de service, mais également les moyens en face, et que on a utilisé la démarche qualité comme également un outil pour faciliter cette conduite du changement. Tant dans, j'ai envie de dire, la question de la réactivité des services, hein, on est aussi dans une ère où le numérique prend de plus en plus de place, ce qui change la pratique quotidienne de l'agent, et on a utilisé la qualité pour former notamment nos agents à la question de l'arrivée dans cette ère numérique, dans cette e-administration annoncée depuis maintenant quelques années. Donc on a vraiment aussi surfé, j'ai envie de dire, sur la vague qualité pour faciliter le changement au sein de nos services. Alors, je propose qu'on parle à la partie de performance. C'est vrai qu'on parle souvent dans les collectivités et ailleurs d'ailleurs de parcellisation du travail. Et est-ce qu'il n'y a pas une performance rétablie justement parce qu'il y a une prise de conscience par les agents de leur action? Alors si dans j'ai envie de dire dans l'idée que chacun doit apporter sa pierre à cette grande maison qui est la performance. Moi, je l'ai aussi toujours présenté comme une forme d'obligation de remise en question. J'ai toujours voulu qu'on considère la démarche qualité comme une manière de se réinterroger complètement, voilà, de laisser le plus de marge de manœuvre possible, en tout cas dans la réflexion, pour réinterroger la dispense du service, pour réinterroger quelquefois même la pertinence du service, et pour réinterroger l'ensemble de nos outils d'accueil. Voilà, j'aimais bien
j'aimais bien le propos, en tout cas la diapositive présentée par Xavier sur ce que vous avez appelé l'architecture, la carcasse en tout cas du bureau de poste, parce que ce sont des schémas qui me parlent beaucoup, dans la mesure où à un moment donné, on a aussi utilisé ça, de se laisser des possibilités de faire évoluer complètement l'agencement en fait de nos bureaux pour arriver à un service plus simple, souvent plus simple, avec moins d'intermédiaires, avec des messages qui soient le plus lisibles possible, à la fois pour expliquer la manière dont on rend le service, mais aussi pour expliquer nos contraintes. Pourquoi est-ce que quelquefois on n'est pas capable de répondre en une journée? Ça fait partie de la démarche qualité, j'ai envie de dire d'expliquer, alors non pas le manque de performance, mais en tout cas une performance quelquefois plus modérée, parce qu'il y a un certain nombre de facteurs exogènes qui peuvent rentrer dans la manière dont on rend le service. Et que la démarche qualité, c'est aussi une manière de l'expliquer pour faciliter, j'ai envie de dire, la compréhension quelquefois par l'usager. Alors c'est peut-être un peu à contre-courant parce qu'on attend de la performance, évidemment, la réactivité, le dialogue direct, un rendu de service qui soit le plus efficace possible. Évidemment, on s'y efforce, mais l'intérêt de la démarche qualité, c'est que lorsque on n'est pas complètement capable de le rendre, au moins on peut l'expliquer correctement. Alors, j'avais différentes questions qui vous concernent d'ailleurs tous les deux. Je vais essayer de les regrouper. La première, elle concerne l'inquiétude qu'ont un certain nombre d'internautes sur le fait de la durée, de maintenir le rythme, d'éviter l'essoufflement de la part des agents. Comment est-ce que vous avez mis en place? Et la seconde, qui n'est pas liée, mais je pose les deux en même temps pour gagner du temps, c'est vous avez carrément parlé brièvement tout à l'heure de dialogue social. Comment est-ce que vous avez intégré les syndicats dans cette démarche? Alors, je la pose à vous en premier, peut-être Sylvain, et puis Xavier également répondra. Alors, l'essoufflement est une réalité. Et je pense qu'on ne peut pas le nier, parce que le rythme est quand même soutenu et que, j'ai envie de dire que la transversalité, elle est aussi souvent perçue comme un élément supplémentaire au quotidien des agents. Donc, il ne faut pas lutter contre, je pense qu'il faut qu'on l'intègre. Après, il y a des outils qu'on sait développer pour ça. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de la communication, la régulation, l'animation, l'explication, la formation sont des éléments qui, pour moi, sont des éléments un peu clés pour lutter contre la question de l'essoufflement. On est amené tous les ans à faire en effet des temps de formation autour de la question de l'accueil, pas forcément sur la démarche qualité, mais plutôt autour de la question de l'accueil. On développe des outils de sensibilisation, on ouvre des groupes de parole pour à un moment donné faciliter aussi l'expression de cet essoufflement. Et après, lorsqu'il faut, on sait aussi temporiser, vraiment, c'est-à-dire que je pense que il y a des moments où ça sert à rien d'avancer tête baissée si en tout cas on veut une démarche qui soit pérenne. Donc on essaie de temporiser, on fait aussi tourner, on fait tourner les auditeurs internes, on prend le temps vraiment de discuter aussi de cette question avec les agents et globalement ça nous permet d'inscrire la démarche dans la durée. Un mot sur les syndicats. Est-ce que vous avez eu dans toutes les préparations, dans tous les travaux, dans toutes les étapes, est-ce qu'il y a eu un partage, un dialogue social autour de ça ou est-ce que c'est quelque chose qui a été unanimement accepté? Il n'y a pas eu de dialogue social spécifique autour de la qualité. En revanche, bon, on a un mode de fonctionnement à Blois où on rencontre très très régulièrement les organisations syndicales sous une forme en fait de réunion mensuelle. Et donc on a toujours veillé à une forme de transparence. Alors transparence dans la mise en place de la démarche avec la commande, mais aussi transparence dans les bilans réguliers, bilan d'étape qu'on a pu faire quasiment à chaque audit de suivi ou de renouvellement de certification. Ce qui nous permet l'implication et ce qui permet aussi d'avoir le retour des organisations syndicales qui pour nous est précieux parce qu'évidemment l'agent va renvoyer des choses à sa hiérarchie mais il peut en renvoyer d'autres à un moment donné à l'organisation syndicale et que nous l'idée aussi c'était de se dire il faut que ce soit un plus pour tout le monde et qu'on n'arrivera jamais à une situation de blocage à cause de la qualité. Et donc pour ça, le mieux c'est d'en parler. Et aujourd'hui, on a plutôt une bonne perception de cette démarche, mais aussi, je pense, parce qu'on l'a toujours apporté avec cette forme de souplesse. Xavier carrément sur ces deux points. Oui, dire que l'enjeu de ne pas voir tout ça retomber comme un soufflet
voir les équipes au bout d'un moment dire bon, ben, ça y est, en gros, on l'a fait. C'est un point très important. Et c'est pour ça que le rôle du comité exécutif, le rôle des acteurs et des responsables est important dans le fait de maintenir un discours, de maintenir une exemplarité sur ce sujet, pour bien montrer que ça reste l'alpha et l'oméga de la démarche de développement ou de vie d'une organisation. Ensuite, ce qui est très important, je crois, c'est que les opérationnels se sont appropriés un certain nombre de choses, et c'est donc de pouvoir revenir et d'identifier un nouvel irritant, d'identifier un nouveau sujet qui permettent de remettre tout le monde sur une autre logique. Et je pense que l'idée est de bien avoir en tête qu'en fait, on monte des marches. Il y a des moments qui sont plus difficiles, hein, le moment des prestations sociales, le moment du changement informatique, etc., où on peut avoir l'impression que on redescend. C'est pour ça aussi, je crois qu'il est important d'avoir comme idée dans tout ce qu'on s'est dit, c'est que c'est quelque chose qui est systémique. C'est-à-dire que si on bouge qu'un petit morceau, c'est sûr que, ben, comme l'eau, va reprendre sa place. Et donc, tout l'enjeu, c'est de pouvoir bouger plusieurs choses. Et bouger l'environnement, bouger une manière de travailler des managers, bouger cette façon d'associer les collaborateurs, faire rentrer les usagers, les clients dans l'organisation, de façon à ce qu'il y ait comme des coins dans la porte qui empêchent ensuite la porte de se refermer. Il y a une belle formule pour dire ça, c'était de dire qu'il faut avoir une démarche systémique et non systématique. Absolument. Et puis sur les organisations syndicales, en fait, tout l'enjeu a été de montrer que si on faisait tout ça, c'était bien sûr pour les clients, mais aussi dans l'intérêt des agents. Et c'est vrai qu'on s'est beaucoup appuyé sur les très fortes incivilités qu'on pouvait connaître dans les bureaux de poste et d'arriver à montrer ensuite que dans le cadre du projet, ce taux d'incivilité baissait et que de faire en sorte que les guichetiers eux-mêmes disent ben, on a envie d'être dans ce projet parce qu'on sent qu'on sera mieux valorisé, on sentira qu'on est plus dans quelque chose où on a plus de fierté. Bien, mais écoutez, messieurs, je vous remercie. Je vais passer la parole à Violaine Trajan, d'abord avec une question un peu générale qui est sur des sujets qu'on a beaucoup évoqués ici, de votre point de vue, dans ce que vous avez pu entendre et identifier, quels sont les freins et les difficultés rencontrées par des collectivités, vues par votre prisme de partenaire des collectivités? Oui, alors effectivement, beaucoup de choses ont été dites et on peut remercier la qualité des intervenants et de leurs témoignages qui donnent un point de vue très opérationnel en fait de cet outil démarche qualité. Effectivement, répondre à la question des freins, des difficultés est importante puisque nous le savons, les acteurs publics et les collectivités qui cherchent à s'engager dans une telle démarche se posent ces questions. Alors la première, je pourrais évoquer cette réticence du jugement qui va être porté sur son service. Ça peut être un frein et empêcher la collectivité de s'engager, alors que cela ne doit pas être un frein, puisqu'on le constate quand, à travers les enquêtes de satisfaction dont on a pu entendre parler tout ce matin, c'est qu'une fois qu'on demande l'avis aux usagers, aux citoyens, en général, ils émettent un avis plutôt positif, hautement positif sur la démarche et le service rendu. Un autre frein, et je crois qu'on a entendu les expressions tout à l'heure aussi, c'est la dimension préparation, se préparer à une démarche qualité. C'est long, ça implique effectivement de mobiliser toutes les ressources, les personnes de différents services, donc de réfléchir à un projet et effectivement, ça prend du temps et la démarche temporalité ou dimension tempéralité est à avoir en tête, mais ce sont des freins qui sont effectivement facilement surmontables grâce à cet outil qui est finalement la démarche qualité qu'on peut appeler comme une boîte à outils. Et un dernier frein peut-être ou une difficulté, c'est de définir son périmètre. Ça, c'est des questions qui ont été évoquées aussi, savoir qu'est-ce qu'on met dans cette démarche qualité, combien de services, etc. Alors nous avons parlé du côté négatif, si je puis dire, des freins. Alors parlons plutôt des bénéfices et des résultats. Oui, vu toujours par le prisme de boîte à outils la démarche qualité a plusieurs bénéfices, avantages déjà, et ça a été longuement développé. Garantir la qualité
d'un service rendu, c'est un objectif qui est donc posé, et on va organiser toutes les ressources internes pour amener et relever et atteindre cet objectif. Donc c'est effectivement des délais de réponse qui sont raccourcis, des satisfactions qui sont augmentées, une fréquentation aussi des citoyens vis-à-vis des services qui augmente grâce à ces démarches qualité. Et la démarche qualité, dans un deuxième temps, permet de valoriser en fait le travail des agents, les services publics qui sont délivrés aux citoyens. Elle permet aussi de garantir le professionnalisme. On l'a longuement entendu, mais c'est des agents qui sont mis au cœur de démarches participatives, on a entendu parler de groupes de parole, de questionnaires internes, de formations qui effectivement permettent aux agents de se projeter aussi dans une carrière professionnelle et d'être au mieux en direction des citoyens pour apporter les meilleures réponses. Ça permet de mesurer l'efficacité. Et effectivement, mesurer l'efficacité, c'est aussi pouvoir trouver par rapport des bons arguments par rapport aux arbitrages, notamment vis-à-vis d'un budget à tenir. Si c'est efficace, ce sera donc moins onéreux. Ça permet aussi de structurer l'organisation. Donc là, on améliore une productivité. C'est par exemple baisse du turnover, baisse des charges et augmentation évidemment de l'adhésion des acteurs qui se sentent partie prenante de cette démarche. Et ça permet enfin d'innover, puisque quand on discute, on réfléchit, eh bien on va innover. Et là, le rapport d'audit qui est réalisé dans le cadre d'une démarche qualité est un outil aussi de progrès, puisque va résumer en fait tous les points performants, les points améliorés et les points qui sont conformes, qui sont à évoluer. Donc c'est très important d'avoir cet outil, le rapport d'audit. Sur les résultats, les gains, là aussi, on peut rapidement parler de gains économiques, à savoir des arbitrages facilités, des baisses de charges. On a des collectivités qui peuvent même chiffrer les charges à hauteur de 6% des charges générales, consommation d'énergie, du turnover, une réactivité dans le suivi des demandes également. Si on mesure la satisfaction via des enquêtes internes ou extérieures, on peut mesurer aussi l'augmentation de la fréquentation des services. Donc, ça veut dire que si les citoyens viennent plus nombreux, c'est qu'ils sont satisfaits et que, comme on le disait au début, on va raconter qu'on a été bien accueillis et donc bien répondu, orienté, etc. Donc, on a des prescripteurs. On devient un ambassadeur donc une confiance qui est renforcée entre la relation administration administrée. Donc, à nouveau, ça c'est important aujourd'hui. On parle des crises des institutions, donc c'est un enjeu fort. Des pistes d'amélioration identifiées, donc je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi permettre de s'innover, de se remettre en question et de répondre aux nouveaux besoins aussi qui émergent. Et enfin, et ça c'est très important, le travail des agents qui est valorisé. Et on peut aussi étendre sur le bien-être au travail, qui est une question importante aujourd'hui. Le fait de se sentir impliqué, de se sentir force de frappe, de proposition, c'est un gain important et un résultat aussi satisfaisant. Alors pour les 40% d'agents de collectivités qui n'ont jamais entrepris de démarche qualité, qui doivent se dire qui l'a fait, en dehors de Blois et de la Poste, quelques éléments de réponse. C'est vrai que, M. Perrier, vous l'avez dit au début, AFNOR est présent depuis 20 ans aux côtés des acteurs, donc a co-construit avec eux les référentiels des labels. AFNOR est aussi opérateur pour l'État, pour plusieurs labels comme Marianne, les labels diversité, égalité, mais a aussi co-construit la Poste est un exemple, mais pour les communes, et Blois, on voit la liste. Voilà, Caliville ou accueil service public. Mais donc, on a tous les champs du secteur public sont représentés, des communes, des collectivités, bibliothèques, métropoles,
maisons de services publics, conseils régionaux, enfin, l'ensemble des secteurs publics sont là. Donc, on a un dialogue avec eux pour aussi faire évoluer, nous aussi, les sujets, les référentiels, inventer des nouvelles marques de confiance pour se confronter aussi au quotidien. On voit qu'il y a un panel très large. Et puis, dernier point, qui d'ailleurs était une question d'un internaute sur les différentes étapes par lesquelles il faut passer pour une labellisation ou une certification. Oui, alors effectivement, déjà, se poser la question, donc voir si choisir un référentiel, donc la qualité d'accueil, de voir si on répond aux exigences du référentiel, donc ça permet de faire un état des lieux. Ensuite, un dossier, une relation avec les services, les équipes d'AFNOR par rapport au dossier de candidature, qui est très administrative, une étude de recevabilité pour organiser l'audit d'admission. Donc, on choisit des spécialistes qui sont habitués au secteur public qui ensuite pourront venir auditer l'organisme. L'audit donc a lieu sur site. Donc là, c'est un plan qui est co-construit avec l'organisme et l'auditeur ira rencontrer des agents, les différents services impliqués pour échanger sur le référentiel choisi. Et enfin, la décision de certification qui donc valide tout ce travail, cet investissement de longue durée. Et donc, c'est un cycle après. Alors, ça peut, en fonction des marques, des labels ou certifications, ça va être 3 ou 4 ans, avec toujours à mi-étape un audit de suivi qui permet de corriger les actions ou d'en imaginer de nouvelles, en tout cas d'avoir un suivi de cette performance sur une durée, un cycle. Alors, malheureusement, le temps passe et nous allons devoir terminer cette webconférence. Pour ceux qui ont posé des questions et qui n'ont pas eu de réponse, je leur propose plusieurs solutions. D'abord, de contacter l'AFNOR, éventuellement de lire le livre ou d'aller sur le blog de Xavier Kiraillement, ou alors une démarche de benchmarking auprès de Blois, si M. Hurtebise est d'accord. Mais bon, il est temps malheureusement de nous quitter. Je voulais vous remercier tous les trois pour votre disponibilité, vos interventions, la générosité de vos propos. Et puis pour tous ceux qui n'ont pas eu de réponse à leurs questions en dehors de ce que j'ai proposé, il y a des réponses peut-être un peu plus juridiques et documentaires qui peuvent être faites sur le site VK, VK Ligne Expert, qui vous permet de poser directement des questions et vous aurez des experts du secteur public qui vous répondront. Je vous rappelle que cette conférence va rester en ligne, qu'il y a également un livre blanc qui va être publié dans les jours qui viennent et qui sera également en ligne et qui reprendra l'ensemble des propos, plus d'autres informations. Voilà, je vous remercie. Merci.